Bien, bonjour à toutes et à tous. Sur ce long chemin de la découverte de la Sibérie à travers la géographie et l'histoire de l'homme, nous entamons maintenant la dernière des 8 vidéos consacrées à cette question, d'une durée, comme toutes les autres, à peu près de 20 minutes. Nous avons conclu lors de la dernière vidéo à l'avancée de la conquête russe, qui était la troisième étape de cette conquête du territoire. Nous nous étions arrêtés à Albazine. Eh bien, nous allons reprendre précisément sur cette notion. De quoi s'agit-il précisément? Albazine. Donc, voilà la dernière vue que nous avions vue, la question d'Albazine. Voilà le fleuve Argoun. Les Cosaques, qui travaillaient pour le tsar, avaient construit la ville d'Albazine. La ville d'Albazine, ainsi qu'une forteresse. C'est les Cosaques qui avaient construit ça. Ce n'était pas uniquement des guerriers, mais c'était des bâtisseurs. Ou ce sont des bâtisseurs, car ils existent toujours. Il y a eu des batailles entre Chinois et Russes pour cette ville. Beaucoup de batailles, prises, reprises, etc., etc. En 2014, une délégation chinoise a visité il y a quelques années le petit village sibérien d'Albazine, situé sur les bords du fleuve Amour qui sépare la Russie de la Chine. Les hôtes ne cachaient pas leur émotion. Ils s'étaient pour la première fois retrouvés sur les lieux où leurs ancêtres se battaient héroïquement il y a plus de 300 ans, et de surcroît du côté russe. Voilà. Voici des Cosaques là, en train de charger, car c'était un peuple guerrier. Voir Taras Bulba. Voici un journal français qui se penche sur ces questions-là. En 1689 fut signé le traité de Nertchinsk, ici. Les Chinois avaient amené avec eux 2 jésuites, dont un français, l'astronome Jean-François Gerbillon. Le voici, un astronome. La carte ci-dessus provient du fond du cartographe Jean-Baptiste. Ah, là c'est Jean-Baptiste. Bourguignon, membre de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg, un Français, membre de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg, pour dire s'il y avait une plus grande circulation des idées et des hommes. Le jésuite Jean-François Gerbillon s'en est servi pour indiquer le lieu exact de Nertchinsk. Voilà. 2 Français donc, qui ont été liés dans le temps, en tout cas, l'un membre de l'Académie, l'autre astronome, amené par les Chinois. C'est le premier traité chinois avec un pays étranger, soit dit au passage. Les Russes étaient dans une position de faiblesse. Ils ont été contraints de renoncer à un accès sur la mer du Japon, car l'accès aux mers en Russie comme ailleurs est une donnée fondamentale. Ils ont été contraints de détruire la forteresse d'Albazine, et la frontière entre la Chine et la Russie devait, pour simplifier, suivre le cours de l'Amour. Ce premier traité russo-chinois dura 2 siècles, 200 ans. Puis les Russes prirent leur revanche. Au XIXe siècle, un Russe, qui deviendra comte Amorsky, se dévoie pour agrandir la Russie vers le Pacifique.
Il fut l'un des signataires d'un nouvel accord, le traité d'Egun, 1859, qui donnait de nouveaux territoires à la Russie. Voici le comte Amorsky sur un bateau. C'était un grand voyageur aussi. Et le voici là aussi. Le comte Amorsky. Figurez-vous que ce comte a un lien avec la ville de Pau. Ce lien, le voici. Il est ici, c'est cette femme. Le marsupilami est tout étonné qu'un russe ait une attache en France, de mariage en plus, c'est curieux. Élisabeth Richemont de Bourgeois, née à Paris en 1815. Elle épousa plus tard Nikolaï Mouraviev, militaire russe, et rencontre ainsi sa destinée. Partie en Russie, elle change de nom et devient Ekaterina Nikolaevna Mouravieva. Épouse courageuse et intrépide, elle va accompagner son époux sur les rives du fleuve Amour. Vous vous rendez compte? C'est fantastique, c'est beau l'amour. À l'extrême orient russe, dans des campagnes pour établir la frontière avec la Chine. Une Française de Pau, une Française en tout cas, qui s'est retrouvée à l'époque des chevaux, à l'autre bout du monde, dans une forêt colossale, des montagnes colossales, au bord du fleuve Amour. Nikolai œuvre notamment la signature du traité d'Egun en 1958. En remerciement, il reçoit le titre de comte Amorsky. Voilà. Élisabeth séjourne à Paris dans le sud-ouest, et en particulier à Gélos, une commune sur la route de Lourdes, là, près de Pau. En 1861, Nikolai, le comte Amorsky, rejoint lui aussi définitivement la France, après que sa retraite lui ait été accordée. À Pau, les époux participent à la création de l'Église orthodoxe et offrent notamment de nombreuses icônes pour la plus grande fierté de la communauté russe paloise. Nikolai décède en 1881. À cette date, Élisabeth quitte définitivement Paris pour le domaine familial de Gélos. Elle décède elle-même à la fin du XIXe siècle, en 1897. Voici un encadré, convoi funèbre, Monsieur le comte, voilà. Madame la comtesse Mouraviev Amorsky. On retrouve ça sur internet. Dans le cimetière de Pau, il y a une des plus belles tombes avec une statue magnifique, voilà, pour la comtesse et le comte. Mais Élisabeth Richemont de Bourgeois est toujours enterrée à Gélos. Les cendres de son mari, je crois que c'est le président Vladimir Poutine qui avait souhaité les transférer en Sibérie et qui a obtenu évidemment. Et c'est à Vladivostok, puisque avec la statue du comte, voilà, voici sa tombe sur une colline qui domine la mer d'Okhotsk, voilà, Vladivostok. Tant que j'y pense, il y a un acteur américain, Yul Brynner, qui était de Vladivostok aussi. Et la revanche continue. La Convention de Pékin, signée en 1860 par de nombreux pays, accorda encore plus de territoire à la Russie au sud de l'Amour. Ces frontières sont toujours actuelles à peu de choses près. En rose, là, les régions de Mandchourie extérieure, attribuées à la Russie par le traité d'Egun, 1858, attribution du nord du fleuve Amour, voilà le fleuve Amour, et la Convention de Pékin, 1860, 2 ans après, pratiquement, oui, attribution du sud du fleuve Amour, tout ça. C'est de nombreux pays. Bon. Voilà. Oulan-Bator. Ouais.
Rappelons-nous que le comte Mosky voulait aller jusqu'au Pacifique. Il nous reste alors un dernier point à voir. Voilà le comte Mosky, port de Vladivostok, voulait aller en face encore, jusqu'au Pacifique. Il nous reste alors de ne pas voir le Kamtchatka et la question du nord de l'amour. Donc le Kamtchatka, le voilà, ici. Avant d'aller au Kamtchatka, une parenthèse chevaline s'impose. Il y avait jusqu'au XXe siècle une race de poneys sibériens de la région de l'amour, nommée Amourski, aujourd'hui éteinte, hélas, mais très endurant. À tel point qu'en 1889, un cosaque fit avec lui le trajet de l'amour à la cour du tsar à Saint-Pétersbourg, c'est-à-dire toute de l'est à l'ouest de la Russie, en 200 jours pour 9000 km. Sans doute beaucoup plus de kilomètres que ça encore. 200 jours. Voilà une photo historique de ce cheval et de son cavalier. Une race de cheval, un poney sibérien, donc extrêmement solide. C'est en 1695 sous Pierre le Grand que le cinquantenier, c'est un commandant de 50 hommes, un cinquantenier, bon, Vladimir Atsalov, cosaque sibérien, peut soumettre le Kamtchatka. Presque en 1700 quoi. C'est une péninsule, le Kamtchatka, voilà, d'une chaîne de volcans. Voilà des volcans qui fument, voilà à quoi ça ressemble, le Kamtchatka. Et l'immense fédération de Russie, la France étant là, le Kamtchatka est à l'opposé, pratiquement. Alors ça ne manque pas de livres, là aussi, sur le Kamtchatka. Le Kamtchatka est ici. Voici un paysage du Kamtchatka, un volcan, un ancien volcan, enneigé d'ailleurs, avec des cabanes, des petites montagnes, voilà. Davaïti Kamtchatka. Bonjour au Kamtchatka. Restait alors la question du nord de l'amour. Voilà le fleuve Amour, voilà le Kamtchatka, et il restait toute cette zone-ci. Alors, le voyage du savant allemand Alexander Theodor von Mittendorf vers 1850 eut une influence importante sur le dirigeant russe, le voilà. Ils s'intéressèrent à une région au nord de l'amour, sur laquelle les Chinois étaient hésitants. Il n'y avait aucune garnison ou administration chinoise ici. Voilà. Un bateau russe hissa le drapeau russe à l'embouchure de l'amour. L'embouchure de l'amour. Bon. Par suite, les Russes firent savoir aux Chinois l'annexion du nord de l'amour, notamment Blagovetchensk, ici. Voilà. Ici, là, plutôt, oui. Voilà. Donc, c'est une expansion à partir du fleuve Amour, là, vers le nord. Ça se fait petit à petit tout ça. Frontière actuelle sur l'amour, la voilà, Blagovetchensk. Voilà. Mer d'Okhotsk. On voit qu'il y a des zones de plaine là. Là aussi. Hein. Il y a des montagnes sans doute basses. Voilà. Ici. Note en bateau de l'amour, il y a une région administrative, Oblast de l'amour, capitale Blagovetchensk. Il y a une coopération culturelle avec la France, oui, et notamment avec Pau, la ville de Pau, dans le sud de la France, près du Pays Basque. Voici le Baïkal, là ici. Voici Blagovetchensk.
En 1860, dans le cadre de la médiation de la Russie avec les Français et les Anglais, la Chine a reconnu que l'Ussuri était russe. L'Ussuri, là. La Chine a reconnu que c'était russe. 1860, c'est la première guerre de l'opium. Dans le cadre de la Chine. La Chine était un peu contrainte, hein, obligée de céder la place. Voici l'Ussuri, un fleuve encore au milieu des forêts, toujours pareil. Voilà. Ce dossier de cette zone-là est haut en friction entre la Russie et la Chine. Il y a eu bien des pays qui ont été associés à ça. Dans la foulée, la Russie fonde Vladivostok. Ici. En 1859, avec le comte Moursky, dont on a déjà parlé, voici le drapeau avec le tigre de l'amour. Voilà. Banque, commerce, Sibérie. Voilà un truc français là. Voyez-vous, Vladivostok. La France était partout, en Indochine française notamment. Et puis en 1800, les comptoirs français à Shanghai, etc., etc., les concessions, quoi, le régime des concessions. La France était grande. À peu près 600 000 habitants, Vladivostok, des gratte-ciel, voilà à quoi ça ressemble maintenant, des gratte-ciel, des quartiers sans doute huppés sur les hauteurs qui dominent la ville qui s'étend des deux côtés du fleuve. C'est une grande ville, Vladivostok, 600 000 habitants. Et puis, c'est ainsi donc qu'à travers le temps, depuis Novgorod jusqu'à Vladivostok, là j'ai mis à Moscou pour actualiser, la Russie a conquis son territoire et ses frontières en plusieurs siècles. Voilà. D'abord franchir l'Oural, ensuite conquérir la plaine de l'Aube, ensuite aller sur la mer d'Okhotsk, ensuite aller vers le Baïkal, ensuite aller vers cette zone de friction avec la Chine, l'Amour, et puis aussi remonter vers le nord. Je n'ai pas parlé de la conquête des monts Tchersky, je ne me souviens plus maintenant, voilà. Mais ça ne s'est pas fait vu la grandeur du territoire, et dire qu'un cheval est allé donc de Vladivostok, voilà, jusqu'à Saint-Pétersbourg, vous vous rendez compte? C'est la moitié du globe, c'est presque, je pense, la moitié du globe terrestre, en latitude. Et c'est ainsi, voilà. Eh ben, c'est quelque chose dont on parle beaucoup moins que le Far West, la conquête de l'Ouest avec les Indiens. C'est curieux. Enfin, c'est curieux, ça s'explique par le cinéma américain, le western, etc., John Wayne, etc. La même influence, le cinéma russe est moins présent. C'est dommage. Et il y a bien des fleuves, on l'a vu, qui méritent d'être ouverts à la batellerie. Voilà, je pense. Nous avons donc parcouru tout ceci, les principes, Novgorod, Moscou, les trois percées, et nous avons achevé avec la conquête russe. Et même, nous avons fait tout cela, puisque, avec la conquête russe, nous avions vu les premiers peuplements, les Toungous, les Caucases, enfin,
etc., etc. La préhistoire, l'homme de Néandertal, Denisova, etc. Bon, donc nous avons fini avec l'histoire. Ce faisant, nous avons fini donc cette deuxième partie de ce montage sur l'histoire. Et si vous voulez vous souvenir des informations sur ce montage, vous pouvez acquérir auprès. Alors, il n'y a plus d'académie pour le moment, mais donc c'est sur le site culturesociétale.com, le livret qui suit à 20 € et qui vous permettra d'en reparler autour de vous, car il n'y a rien de mieux pour la mémoire que de réviser, réviser et surtout en parler. Voilà. Car il y a tellement de belles notions là dans cette odyssée de la Russie à savoir, les Russes n'étant arrivés qu'en dernier, dans cet immense territoire. Donc, c'est prodigieux, c'est très intéressant. Voilà. Et puis ce territoire est immense. Voilà. Tout renseignement donc sur le site de culturesociétale.com. Voici également une vue austère et froide, plutôt du côté de Montcherski, vraisemblablement. Voilà. Avec la toundra, de l'eau glacée et froide, sans aucun doute. Voilà. Et ce faisant, on a dépassé un peu les 20 minutes. Bon, c'est dans le cadre de la culture sociétale. Et une fois n'est pas coutume, j'ai replacé une vue qui récapitule toutes mes créations. Donc, Alphonse Allais, Antiquaire, tout ça, quoi. Ce sont des lectures. Hein. En cours, Van Gogh c'est fait. Ça aussi c'est fait. Voilà. J'ai fait des créations artistiques véritables. Des contes aussi, voilà. Très pittoresques, les fleurs du diable, etc. Sur Richard Heine. Et puis je suis un passionné de glycine, donc j'ai une collection de cartes postales anciennes sur les glycines. J'ai écrit des livres de poésie et de contes. Et ce que vous voyez dans le fond, c'est des anémones sylvestres, dans un coin où il y en avait beaucoup, jusqu'à ce que l'agriculture les détruise. Voilà, dans un coin des Pyrénées que je connais. Voilà. Bien. Eh bien, en tout cas, il est 23 minutes, donc c'est bien, c'est parfait. J'espère que ces 8 vidéos sur la conquête de la Sibérie vous ont fait voir autre chose dans vos connaissances, vous ont fait découvrir, voilà, y compris la zibeline, par exemple, aussi, voilà. Et donc, je vous souhaite de faire votre meilleur profit et partage de ces connaissances. Voilà. Je vous dis au revoir. Cette parenthèse russe et sibérienne est ainsi achevée. Au revoir à tous et à toutes. Au revoir.